Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Mid-Year Book Freakout Tag, j'espère que je le dis bien, qui est en gros un tag qui va permettre de revenir sur mes lectures de la première partie de l'année, quelles ont été mes meilleures lectures, mes plus grosses surprises, mes plus grosses déceptions. Bref, on fait un petit récap. J'ai sélectionné tous les livres dont je vais vous parler. Je crois qu'il y a 14 questions, donc c'est parti. J'ai mis toutes les questions sur mon téléphone pour que ce soit plus simple. J'ai mis mes réponses, comme ça m'évite de réfléchir pendant 45 minutes. Mais la première question, c'est quel est le meilleur livre que vous ayez lu jusqu'à présent en 2024 ? Et pour ça, j'ai dû quand même pas mal réfléchir parce que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, mais il y en a une vraiment qui m'a marquée. C'est une saga que j'ai dévorée en quelques jours, je pense en 3 jours, j'ai lu les 3 tomes. Et c'est Wayward Pines de Blake Crouch. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, mais vraiment, j'ai adoré cette lecture. Blake Crouch, c'est un auteur que j'aimais déjà beaucoup dans tout ce qui va être thriller un petit peu science-fiction, mais là on est dans quelque chose d'assez différent, dans la vibe de Under the Dome et des livres genre Twin Peaks par exemple, et ça a été un énorme coup de cœur. Pour parler du résumé, même si ça fait plusieurs fois que je vous en parle, on y suit donc le personnage de Ethan Burke, qui est un agent fédéral qui va être envoyé à Wayward Pines pour enquêter sur la disparition de 2 autres agents, sauf qu'il va se réveiller seul et blessé en pleine rue dans la ville, et il est partiellement amnésique, donc il se souvient juste qu'il doit retrouver 2 autres agents, et en plus il se rend compte qu'il a plus ses papiers d'identité, il a plus rien, et en dépit de ses efforts, eh bien il n'arrive pas à joindre ni sa femme ni son supérieur hiérarchique. En fait il arrive à joindre personne dans le monde extérieur. Et quand il va découvrir le cadavre d'un des agents qu'il était censé retrouver, eh bien il va se rendre compte qu'il court probablement un danger mortel dans cette ville et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai d'ailleurs pas été déçue de la fin de la trilogie, ce qui est assez rare. Je trouve que quand on termine une saga que j'ai autant aimée, parfois il y a ce truc un petit peu de déception, mais là vraiment j'ai trouvé que tout s'enchaînait à merveille, tout faisait sens, et j'ai jamais été déçue ou frustrée à la fin d'un tome, même si à la fin du tome 1, quand on apprend certaines révélations, et pareil à la fin du tome 2, on se dit ok, mais qu'est-ce qui va pouvoir bien se passer dans la suite ? Et j'ai jamais été déçue, et vraiment j'ai adoré tout le fil conducteur de cette histoire, et voilà, je peux que vous recommander cette saga. Et d'ailleurs tous ceux qui l'ont lu dans mon entourage m'ont dit qu'ils l'avaient adoré aussi, donc pour le coup j'ai l'impression que c'est un peu une recommandation valeur sûre si vous voulez recommander une saga à quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas forcément un grand lecteur. Je pense que c'est la recommandation un petit peu passe-partout entre guillemets. Ensuite on a le meilleur sequel que vous ayez eu en 2024. Alors j'ai pris un tome 2, même si je crois que sequel, je sais plus si sequel c'est exclusivement pour en gros une suite de saga, mais genre pas un tome 2 mais genre une histoire, comment dire, genre sequel ça va se passer avant la saga principale et préquel ça va se passer après la saga principale. J'ai pas lu je crois de préquel, donc du coup j'ai juste mis un tome 2 de saga, et j'ai sélectionné L'Empire des damnés de Jay Kristoff parce que je l'ai absolument adoré. J'avais adoré le tome 1, mais je pense que j'ai encore préféré ce tome 2. Déjà quelque chose que j'adore dans ce livre, c'est les illustrations. Tout au long de l'ouvrage il y a beaucoup de scènes qui sont illustrées. J'adore le style des illustrations et je trouve que ça permet de s'immerger encore plus dans le livre. J'aime beaucoup la plume de Jay Kristoff, j'aime son ton et sa plume assez incisive, beaucoup d'humour noir, mais surtout un univers qui est absolument incroyable et une intrigue qui moi à chaque fois je me retrouve plongée là-dedans, et c'est vraiment une lecture que je vis à 100%. Et il n'y a pas énormément de livres, mine de rien, je lis énormément, mais il y a très peu de livres où je vis 100% l'intrigue comme ça, et L'Empire des damnés en fait partie. Donc j'ai juste beaucoup trop hâte d'avoir la suite, parce que déjà on a attendu presque 2 ans entre le tome 1 et le tome 2, donc j'espère qu'on n'attendra pas autant pour le 3e tome. Attention au trigger warning parce que c'est une lecture très sombre avec beaucoup de violence, beaucoup de langage très cru, donc faites attention avant de le lire. Ensuite, la 3e question, c'est une nouvelle parution que vous n'avez pas encore lue mais qui vous fait vraiment envie, et donc pour ça j'en ai mis 2. J'ai mis, alors là j'ai que le tome 1, mais le tome 3 est dans mon panier, mais justement le tome 3 de La femme de ménage, qui s'appelle La femme de ménage regarde, en anglais The Housemaid is Watching. Et voilà, j'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, du coup j'ai trop hâte de lire ce 3e tome, que je vais pas tarder à commander d'ailleurs, mais c'est vraiment un livre qui me fait très envie. Dans le tome 1 de La femme de ménage, on y suit une jeune femme, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans son passé et que là elle est dans une situation un petit peu merdique, elle vit dans sa voiture et elle a besoin d'argent, donc elle a besoin de trouver un travail, et on va lui proposer un travail de femme de ménage qui vit à domicile en fait dans cette famille assez riche, sauf que très vite elle va se rendre compte que c'est une famille un petit peu dysfonctionnelle. La mère lui demande de faire des tâches, mais ensuite elle lui dit qu'elle lui a jamais demandé de faire ça. Est-ce qu'elle serait pas un peu folle ? Elle commence aussi à parler de plus en plus avec le père de famille. La gosse est aussi vraiment très bizarre, très particulière. Donc il se passe plein de choses, et j'avais vraiment beaucoup aimé toute l'intrigue, le dénouement, et c'est aussi un thriller qui se lit très vite, je trouve. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'est notamment une belle manière
s'introduire à ce genre entre guillemets, donc j'ai très envie de lire le tome 3. Et ensuite j'ai mis le nouveau Josh Malerman, Malerman si j'ai envie de le prononcer avec l'accent, qui s'appelle Incidents Around the House, que j'ai très envie de lire, mais il est en rupture de stock. C'est le problème quand je précommande pas les livres, c'est qu'en 2 secondes ils sont en rupture de stock. Donc voilà, et c'est par l'auteur de Bird Box que j'avais adoré ce livre, et j'avais beaucoup aimé aussi l'adaptation, donc j'ai très envie de découvrir celui-ci. Et celui-ci je crois que c'est un truc avec encore une fois une histoire de fantôme qui hante une petite fille et qui va s'en prendre à sa famille ou un truc comme ça. Quasi sûre que c'est celui-ci auquel je pense, mais voilà, très envie de lire ce Josh Malerman, donc j'espère qu'il sera bientôt en stock pour que je puisse vous en parler, mais c'est les 2 livres qui sont sortis récemment et que j'ai très envie de lire. 4e question, c'est la sortie que j'attends le plus pour la 2e partie de l'année, et là j'ai été obligée de mettre un livre qui sort quand même relativement bientôt, je suis pas sûre que ça se dise, mais qui sort bientôt, et c'est le nouveau Riley Sager, donc Middle of the Night, qui a l'air absolument génial. Il sort le 2 juillet, donc ça compte dans la 2e partie de l'année, et voilà. Et le résumé a l'air trop bien, puisque on y suit donc le personnage de Ethan qui, quand il avait 10 ans, en juillet 1994, eh bien il faisait du camping avec son meilleur ami Billy dans leur jardin, dans une tente, et sauf qu'au milieu de la nuit, eh bien la tente va être fendu avec un couteau, et Billy va être enlevé. Maintenant ça fait 30 ans que Billy a disparu, et Ethan décide de retourner dans cette ville où son meilleur ami a été enlevé, parce qu'il a toujours besoin de réponses, il a envie de savoir qui a pris Billy, et donc toutes les nuits eh bien il est réveillé par des bruits bizarres dans la rue, et il commence à se poser la question, est-ce que les gens qui ont pris Billy sont toujours là, est-ce que c'est un mauvais quartier, est-ce qu'il y a des mauvaises personnes dans ce quartier, et donc il va commencer à mener son enquête. Et vraiment j'ai beaucoup aimé quasiment tous les livres de Riley Sager, et même quand j'ai un peu moins aimé, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je sais pas comment dire, même si c'est pas des 5 étoiles, ça reste des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, j'ai trop hâte de le recevoir et de le lire. Ensuite, pour plus grosse déception, j'en ai mis 2. J'ai pas eu d'énormes déceptions dans le sens où c'est plus des livres qui m'ont pas convaincue, mais c'est pas des livres que je trouve nuls, c'est juste que pour le coup je pensais les aimer, ça n'a pas été le cas, mais voilà, en aucun cas c'est pour dire ce sont des livres qui sont vraiment mauvais, loin de moi l'idée de dire ça. Et donc le premier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est The Cheat Sheet de Sarah Adams, tout simplement parce que pour le coup je pensais vraiment aimer cette romance, sachant que en ce moment je m'en sors plutôt bien niveau romance et j'ai pas mal de bonnes lectures, mais celui-ci vraiment ça l'a pas fait pour moi. Autant les tropes ne l'ont pas fait pour moi, autant vraiment les personnages, je suis passée complètement à côté de ma lecture. On y suit donc une histoire d'amour avec un Friends to Lovers, on va dire, entre une nana qui a maintenant une école de danse et son meilleur ami d'enfance qui lui est joueur de football américain. Et le truc qui m'a dérangé dans ce livre, c'est pas un spoil parce qu'on le sait dès le début, c'est qu'en fait les deux s'aiment. Voilà, les deux se kiffent, mais ils se le disent pas. Mais genre ils se kiffent, ça fait longtemps qu'ils s'apprécient. Je me dis, ça m'a frustrée, ça m'a frustrée parce que du coup ça a légitimé pendant tout l'histoire le truc de la miscommunication, et moi je pense que j'aurais beaucoup plus préféré un truc de ils sont amis et ils se découvrent une romance dans leur amitié, mais j'aime pas le truc de ça fait je sais pas combien de temps qu'ils se kiffent et le livre va être sur ça y est, ils réalisent enfin qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Ça, je suis vraiment pas fan, et malheureusement, c'était ce livre-ci. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré une histoire où petit à petit l'amitié se change en amour, parce que là, voilà, j'ai pas trop aimé, et surtout, j'ai trouvé que le personnage principal, je sais même plus comment elle s'appelle, Brie, avait vraiment les vibes d'une pick-me girl, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est en mode, mais en fait, comment il s'appelle, Nathan, il me choisirait toujours à la place des autres meufs et tout, mais elle est là. Non, il est pas amoureux de moi. Par contre, si je lui demande de choisir entre moi et ses copines, crois-moi qu'elle dégage. Bah meuf, déjà, tu vois, pense un petit peu. Et c'est le genre de nana qui va dire, quand elle va en événement, en soirée, elle va être en mode non mais moi en fait j'y vais en jean parce que je suis pas comme les autres nanas, vous comprenez? Oui bah vas-y en jean ma cocotte, tant mieux, fais-toi plaisir. Mais vous voyez ce genre de nana, elle le fait pas. C'est pas une mauvaise personne ou c'est pas une girl ou quoi que ce soit, mais il y a toujours ce truc de moi je suis pas comme les autres, et c'est un trope que je déteste. Et alors le personnage masculin Nathan, c'est un golden retriever, autant j'aime bien de temps en temps les golden retrievers, autant lui il était trop golden retriever, c'est à dire que du coup je le trouvais pas du tout sexy, je le trouvais plat, je sais pas, à aucun moment je me suis dit oh il est mignon, j'ai envie de me projeter avec lui, voilà, parce que on va pas se mentir, quand on lit des romances on a un peu envie de se projeter avec les personnages principaux. Là à aucun moment j'étais en mode waouh j'ai envie qu'ils se mettent ensemble, il y a trop d'alchimie machin, et vraiment les deux personnages m'ont saoulée. Donc mais encore une fois je dis pas que c'est une mauvaise lecture ou quoi que ce soit, je pense juste que c'est très clairement pas le genre de plume que j'apprécie, et très clairement pas le genre de trope que j'apprécie, donc moi je suis déçue, mais je pense pas que tout le monde sera déçu.
Et le second, je le retrouve pas, je sais pas où je l'ai foutu, donc du coup je vais vous le mettre ici, mais c'est Five Survive de Holly Jackson, donc son avant-dernier thriller, parce qu'il y en a un qui est sorti très récemment, et j'avais adoré moi A Good Girl's Guide to Murder, qui va être adapté d'ailleurs en série, ça va être sur Netflix. J'avais adoré cette saga-là, donc je m'étais dit trop bien, un nouveau Holly Jackson, je fonce, et j'ai été super déçue. Déjà j'ai trouvé les plot twists, mais prévisibles de chez prévisibles. Pour parler du résumé, on y suit en gros un groupe d'amis qui décident de partir pour leur spring break, mais plutôt que de prendre l'avion, ils vont faire un petit road trip, et sur leur road trip, ils vont se retrouver bloqués dans la forêt par un sniper qui va leur dire il y a un de vous qui a un secret, donc soit vous me révélez le secret, soit je vous bute tous un par un en fait. Donc voilà, ils sont en train de s'entre-déchirer un petit peu parce que tout le monde essaie de découvrir les secrets des autres et on sait pas quel est le secret que veut vraiment le sniper. Donc bref, il se passe plein de choses. Le souci étant que j'étais absolument pas attachée aux personnages. Il y a même des personnages qui pour moi ne servent absolument à rien, qu'ils soient là ou pas là, ça n'aurait rien changé. Et puis surtout, j'ai pas eu ce côté addictif, ce côté plongé dans l'intrigue où on a envie de savoir le dénouement, et ce qui est pourtant le point fort d'Holly Jackson pour moi dans ses thrillers, c'est-à-dire qu'elle a ce côté à faire des plot twists de zinzin et à savoir accrocher le lecteur directement et le garder jusqu'à la fin. Là, j'ai vraiment pas ressenti ça, et heureusement que je l'ai écouté en audio parce que sinon, je pense que je l'aurais dit NF. Pour autant, je vous en parlerai dans mon bilan de lecture, je viens de lire son tout dernier thriller qui vient de sortir, qui est The Reappearance of Rachel Price, et celui-ci ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré, donc voilà. Mais en tout cas, Five Survive, c'est pas celui que je vous recommanderais si vous voulez découvrir du Holly Jackson. Ensuite, en plus grosse surprise, alors j'ai mis celui-ci, j'ai mis Butcher and Blackbird, tout simplement parce que je pensais détester ce livre. Vraiment, à aucun moment je me suis dit je vais apprécier, parce que c'est une killer romance, donc en gros une dark romance avec des tueurs en série, et vraiment j'ai eu de très mauvaises expériences avec de la dark romance. Mais pour le coup, celui-ci j'ai bien aimé, tout simplement parce que c'est de la dark romance dans les sujets qui sont abordés et dans le smut, mais il n'y a pas de romantisation. Enfin, un petit peu quand même, on va pas se mentir, mais il n'y a pas cette romantisation de choses horribles qu'on peut avoir dans certaines romans, c'est-à-dire que là, c'est des tueurs en série, attention, hein, ne vous méprenez pas, mais déjà, c'est des tueurs en série qui ne tuent que des gens horribles, donc un peu dans la vibe de Dexter, quoi, c'est j'aime tuer des gens, mais je vais tuer que des mauvaises personnes, comme ça, au moins, c'est pas si pire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi les deux personnages principaux, j'ai aimé les raisons qui les ont poussés à tuer des gens, j'ai trouvé que c'était assez logique avec le développement de leurs personnages. J'ai pas été choquée par les scènes de violence parce que je lis beaucoup de thrillers, donc voilà, ça m'a pas choquée, et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie alchimie entre les deux. Par contre, les scènes de sexe, c'était pas du tout mon délire, mais bon, je m'y attendais en lisant une romance un petit peu plus sombre que les scènes de sexe, ça allait être tout de suite beaucoup plus... Voilà, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le thème de la dark killer romance, donc c'est pas mon délire à moi, mais bon, je pense que ça plaira à certaines personnes, et puis bon, ça va avec le genre du livre, entre guillemets. Lisez les trigger warnings parce qu'il y en a à la pelle, et pour le coup, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un livre que je pensais pas aimer, et avec lequel j'ai vraiment passé un bon moment, et où je l'ai lu super vite, et surtout j'ai hâte d'avoir la suite, puisque en fait, à chaque fois, on y suit, il y a 3 frères dans le livre, donc le Butcher a 2 frères, au total, wow, les mathématiques et moi. Mais du coup, dans les 2 autres tomes de la saga, c'est une trilogie, on va y suivre les 2 autres frères. Et donc ça, je suis très contente. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti qui s'appelle... Est-ce que c'est Leather and Lark ou ça c'est le tome 3? Je sais plus, bref. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti. Et pour parler quand même du résumé de celui-ci, eh bien, on y suit le personnage de Sloane et Rowan. Donc Sloane, c'est Blackbird, et Butcher, c'est Rowan. Ils vont se rencontrer, ils vont se rendre compte que c'est tous les deux des tueurs en série, et ils vont se lancer un petit défi de chaque année. Ils se retrouvent, ils se donnent une cible, et il faut être le premier à tuer la cible. Et au milieu de tout ça, il y a une romance, une attraction qui va se créer entre les deux personnages, et donc on va suivre un petit peu comment est-ce que leur histoire évolue chaque année, sachant qu'ils se voient qu'une fois par an. Mais j'ai vraiment aimé. Franchement, je trouve ça très cool, et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, numéro 7, on a nouvelle auteure favori, donc ça doit être soit un auteur qui vient de se lancer, soit un auteur qui est nouveau pour moi. Alors là, j'ai un petit peu galéré parce que je dirais pas que c'est une nouvelle auteure favorite, mais j'ai adoré le livre, et clairement je lirai toutes ses prochaines parutions, donc j'imagine que ça rentre quand même dans cette catégorie. Et c'est The Crimson Moth, donc de Kristen Ciccarelli, donc le nom de l'autrice c'est Kristen Ciccarelli, et vraiment j'ai adoré sa plume, j'ai adoré le récit, j'ai adoré les personnages, donc ça m'a donné trop envie de découvrir ces autres... Ah mais attendez, je me suis gourée. Je crois que c'est elle qui a écrit The Last Namsara, que j'avais lu il y a genre 7 ans et que j'avais adoré. Bon, on va faire genre ça rentre parce que ça fait 7 ans que je l'avais pas lu et j'avais complètement oublié que c'était elle. Mais en fait, genre ça passe dans cette catégorie et je me suis pas trompée. J'avais adoré, c'est clairement une genre de
À chaque fois j'utilise cette comparaison, mais pour moi c'est la comparaison qui marche le mieux. J'avais plus d'espace sur ma carte mémoire, mais c'est pas grave, j'ai fait un peu de place et on reprend. Je sais plus où j'en étais. Je crois que je vous disais que vraiment voilà, c'était chasseur de sorcières, romance avec une sorcière, et ce truc à la Mr. et Mrs. Smith avec vraiment un enemies qui est vraiment ennemi, c'est-à-dire qu'ils sont là à la base pour mettre fin au plan de l'autre. Parce que pour parler de l'histoire, on y suit donc Rune, qui est une sorcière, mais c'est aussi une femme de la haute société, et à ses heures perdues, eh bien, elle se transforme en The Crimson Moth, qui est une sorte de justicière qui va essayer de protéger les siennes de la société, parce que avant les sorcières étaient au pouvoir, mais il y a eu une révolution, et maintenant elles sont chassées par des chasseurs de sorcières, et elle se rend compte que sa situation est en péril quand elle va passer pas très très loin de se faire choper par un chasseur de sorcières. Et donc Rune, elle va décider pour essayer de protéger sa cause au mieux, que ça serait peut-être une bonne idée de sortir avec un chasseur de sorcières pour avoir des informations au plus proche en fait de la source. Et donc elle va jeter son dévolu sur Gideon, qui est en gros le meilleur chasseur de sorcières. Sauf que Gideon, il commence à avoir des suspicions sur qui est-ce que ça pourrait être, qui pourrait être plutôt The Crimson Moth. Et donc il va se dire, eh bien je vais essayer de voir si c'est Rune, si c'est pas elle, peut-être qu'elle me mènera à qui est cette justicière entre guillemets. Donc il y a ce truc entre les deux, ils sont chacun là pour servir leurs propres objectifs, mais en même temps il y a cette attirance entre les deux, et il y a ce côté, ce que j'ai aimé, ils essayent d'être honnêtes au maximum l'un avec l'autre, tout en cachant le plus gros de leur identité, parce que bah voilà, ils ont chacun leur mission, et j'ai absolument adoré, j'ai adoré la plume vraiment, donc je relirai d'autres livres de cette autrice à 100%, c'est sûr et certain. Après, il y a la question nouveau crush fictionnel. Là, j'en ai pas trop pour le coup. J'ai pas eu de nouveau... Enfin si, là, je suis en train de lire un livre avec un nouveau crush, mais le problème étant qu'il est dans la seconde moitié de l'année, donc je peux pas vous le dire. Je vous le dirai plutôt à la fin de l'année ou alors dans mon bilan de lecture, bref. Mais du coup, il y en a pas. Après, je dois dire que quand même, j'aurais tendance à dire Gideon dans The Crimson Moth, ou alors dire Helm dans Two Twisted Crowns, parce que j'ai vraiment bien aimé son personnage. Mais encore une fois, pas de là à le mettre dans mes personnages préférés qui m'auront marqué cette année. Là, pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu, donc... je vous dis ça un petit peu par dépit, mais aucun n'arrive pour le moment à la hauteur de Castiane. Voilà. Je suis désolée, pour l'instant personne ne me marque autant. Et on a donc la question suivante qui est mes nouveaux personnages favoris. Et là, je suis obligée de remettre The Crimson Moth parce que j'ai absolument adoré les personnages de Rune et de Gideon. C'est deux personnages que j'ai trouvé extrêmement attachants, malgré le fait qu'ils aient deux modes de vie et deux... comment dire, personnalités très différentes, parce qu'il y en a quand même un qui est un chasseur de sorcières, hein, faut pas l'oublier, mais j'ai adoré leurs personnages, j'ai adoré la construction des personnages, et voilà, rien que pour ça, je pense que c'est les deux personnages qui m'ont le plus marqué cette année. Et 10e question, on a le livre qui m'a fait pleurer, et alors le livre qui m'a fait pleurer mais toutes les larmes de mon corps cette année, c'est clairement Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais autant pleuré en lisant un livre. C'est-à-dire que c'est la première fois où j'étais en train de déverser, mais je pense des années de trauma sur mon livre. Je le lisais, j'étais là, je pleurais. J'étais en moi, je vais jamais m'arrêter de pleurer. Je faisais une pause, je le relisais, je pleurais. Jamais, ça ne m'était jamais arrivé, donc je pense qu'elle m'a servi de psy là, Clara Hérault avec son livre, mais j'ai trop aimé. On y suit l'histoire de deux sœurs qui partent depuis qu'elles sont toutes petites en vacances à Anglette, je crois que ça se prononce comme ça, à la mer, et ça a toujours été leur moment préféré de l'année, sauf que l'année dernière quelque chose a changé pour les deux, et voilà, elles sont toutes les deux pas très bien dans leur vie. Je veux pas vous dire ce qui se passe parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir, mais voilà, elles ont une relation qui est compliquée. Et cette année va être complètement différente, elle va tout changer pour elles deux. Et c'est un livre qui va toucher au sujet de la famille, de la relation entre deux sœurs, de l'anxiété, de la dépression, des traumas et tout. Et du coup, c'était un livre qui, moi, m'a beaucoup parlé pour plein de thématiques différentes. Et alors, pas mal de trigger warning aussi, je vous conseille de les regarder quand même avant le début du livre. Mais du coup, à chaque fois que je le lisais, je sais pas, il me prenait aux tripes ce livre, surtout sur la dernière moitié du livre. Donc voilà. Je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré autant en lisant un livre, et puis la plume de Clara Hérault est absolument magnifique, donc foncez. Ou foncez pas si jamais c'est un livre qui pourrait trop vous faire du mal en le lisant. Mais on passe à un livre qui m'a rendue heureuse pour compenser, et c'est Funny Story de Emily Henry, donc son tout dernier. Je l'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment, j'avais une banane quand je le lisais, je l'ai annoté comme pas possible, mais je l'ai adoré.
voilà, j'ai adoré la romance entre les deux personnages. On y suit, je vous fais le résumé même si ça fait 20 fois que je vous en parle, on y suit donc le personnage de Daphné. Daphné, elle était fiancée à celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie, voilà, ils allaient se marier et tout, sauf que bim, du jour au lendemain, le mec lui dit je suis désolée, je te quitte pour Petra, ma meilleure amie d'enfance, avec qui soi-disant c'était complètement platonique. Et Petra, elle aussi à la base, elle avait un petit copain qui s'appelle Miles, et donc Daphné et Miles se retrouvent à se faire plaquer un petit peu tous les deux comme ça, sans savoir trop d'où ça sort. Ils vont décider de faire une colocation parce que Daphné, elle a pas trop envie de rester vivre avec son ex qui vient de la plaquer pour sa meilleure amie d'enfance. Bref, à lui. Waouh. Expliquer les relations dans les livres, c'est un petit peu complexe, mais bref, et une chose en menant une autre, va y avoir le trope du fake dating, où pour rendre jaloux leurs ex, eh bien ils vont dire est-ce qu'on ferait pas semblant d'être ensemble, sauf que vous connaissez l'enjeu du fake dating généralement, et vraiment j'ai tout adoré dans ce livre, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la manière dont sont construits la psychologie des personnages, et comment est-ce que leur comportement est complètement justifié par leur traumatisme, et tout ça fait sens, et voilà, j'ai trop aimé, j'ai adoré l'alchimie entre Miles et Daphné, même si franchement Miles, loin d'être mon type d'homme à la base, parce que le mec porte des crocs, il fume de la bœuf, et il a un tatouage de Popeye sur le bras quand même, mais Emilio Henry réussit à le rendre trop mignon, et je pense que c'est vraiment un book boyfriend. Vous voyez la vibe de Golden Retriever, elle est présente pour lui, comme dans The Cheat Sheet, mais en 1000 fois mieux, parce qu'il a Golden Retriever dans le sens où c'est un mec absolument adorable, qui fera tout pour protéger les gens qu'il aime, mais en même temps, il est sexy. C'est ce qui manquait à Nathan dans The Cheat Sheet. Donc voilà, j'ai adoré, et je peux que vous le conseiller, vous le verrez au nombre d'annotations que j'ai mis dedans. Après, on a la question, le livre le plus beau que j'ai reçu ou que j'ai acheté cette année, et donc clairement c'est celui. Alors ce qui est fou, c'est que c'est un livre que j'ai DNF, hein, je ne l'ai pas terminé, mais par contre qu'est-ce qu'elle est belle l'édition. C'est The Hurricane Wars de Tia Gwanson, qui est d'ailleurs traduit aux éditions Calix. Waouh, je savais que c'était J'ai lu, mais je me rappelais plus du nom du label. Bref, donc le label Calix, je trouve que l'édition française est absolument magnifique aussi, leur version reliée, mais vraiment j'étais fan de cette édition collector qui est absolument magnifique. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé le livre, je l'ai DNF, c'est une sorte de fanfic de Kylo Ren et Rey dans Star Wars, mais vraiment je suis passée complètement à côté de ma lecture, je vous en avais parlé dans un bilan lecture si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, mais vraiment j'ai pas aimé. Mais même pas en rêve, je revends l'édition parce que franchement elle est trop belle. Avant-dernière question, on a le livre que je veux lire avant la fin de l'année, et j'aimerais trop lire celui-ci, c'est You Like It Darker de Stephen King, qui est donc son nouveau recueil de nouvelles. Il est super bien noté, il a l'air trop cool, donc il faut que je me motive à le lire, à part que je l'ai payé une blinde à l'aéroport à Los Angeles et que j'ai vu qu'il y avait une édition plus jolie, qui était moins chère à la FNAC en anglais, donc je l'ai un petit peu là, mais c'est pas grave, j'essaie de pas être trop matérialiste. Mais voilà, très envie de le lire, et je crois que c'est des nouvelles tournées autour de la mort. Voilà, c'est une collection de nouvelles beaucoup plus sombre, il me semble, et très envie de le lire parce que j'adore Stephen King, et voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que j'ai des comptes que je voudrais recommander, mettre en avant sur la communauté Bookstagram. J'en ai plusieurs, enfin Bookstagram, BookTok, la communauté livresque on va dire. Sur YouTube, moi, je vais vous recommander beaucoup d'anglophones parce que c'est celle que je regarde le plus. Mais après, parmi les chaînes que je suis aussi en français, on en a plein. Hein. Par exemple, je suis beaucoup Rêve ta vie en lecteur, La Bouquinade. Mais on va dire celle que je regarde le plus, ou en tout cas celle où je vais chercher mes recommandations en VO. On va avoir Books and Lala, qui est une Canadienne qui a vraiment quasiment les mêmes goûts que moi, et qui va souvent aller recommander des livres dont on entend assez peu parler. Donc moi ça j'adore parce que j'aime bien aller chercher d'autres recommandations, et c'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup des livres un petit peu plus bizarres que j'ai adoré. On a aussi Sid Bookworm qui là pour le coup a souvent les mêmes goûts que moi en fantasy, romantasy, vraiment. Puis alors elle a une vibe que j'adore, je trouve qu'elle a l'air absolument adorable cette jeune femme, donc voilà, je dirais elle. Et après aussi en fantasy science-fiction que j'aime beaucoup, j'adore ses vidéos, j'adore sa manière de parler, et j'adore sa bibliothèque, c'est Mel Reed. Pareil, alors elle, je crois qu'elle vit au Panama. Et vraiment, j'aime trop ses recommandations. J'adore aussi ses vidéos, généralement j'aime bien essayer de regarder. Ces trois-là, j'aime bien aussi regarder les concepts qu'elles font pour m'en inspirer de temps en temps, parce qu'elles ont beaucoup de concepts assez originaux. Donc voilà pour les comptes que je vous recommande le plus sur YouTube. Après, je sais que je suis beaucoup sur Instagram et sur TikTok le compte de Marine Books, déjà parce que j'adore sa vibe et sa personnalité, mais aussi parce qu'elle fait souvent des récaps sur les livres qui vont bientôt sortir, traduits de la VO vers la VF, et j'aime beaucoup, puis j'aime aussi beaucoup ses avis. Donc voilà, je suis sûre que j'oublie plein de comptes que j'adore, mais le problème c'est que j'en suis 25 000, donc j'ai souvent du mal. Mais il faudrait que je fasse une vidéo un peu Share the Love où je partage les comptes que je suis le plus. Mais en tout cas, c'est ceux qui me sont venus en tête directement.
Et voilà qui conclut la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et puis à répondre à certaines questions en commentaire, notamment pour qu'on puisse échanger sur votre meilleure et votre pire lecture, par exemple, de cette première moitié de l'année 2024. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!